Le financement de ce programme est assuré par Annenberg CPB dans le but de promouvoir l'excellence de l'enseignement. Les médias américains, les journaux, les magazines, la radio, la télévision et maintenant l'Internet sont un moteur puissant dans nos vies. Nous nous tournons vers les médias pour obtenir actualité et divertissement et il y en a peu parmi nous qui peuvent affirmer que nos opinions ne sont pas influencées par ce que nous lisons, voyons et entendons. Ce que nous sommes moins susceptibles de comprendre, c'est que les médias jouent également un rôle essentiel de notre système politique. Et en dépit de ces insuffisances, de manière globale, cela fonctionne à l'avantage de notre démocratie. Je suis René Poussin. Comment est le son? C'est clair. Paré. Et moteur. René? L'un des grands juges de la Cour suprême américaine, Félix Frankfurter, a dit un jour « Une presse libre est indispensable au bon fonctionnement de notre société démocratique. » Contrairement à de nombreux autres pays, le premier amendement de la Constitution ne permet presque aucune restriction sur le contenu des reportages. Cela signifie que la presse a l'occasion de jouer un rôle actif dans les affaires publiques, même si cela est gênant pour les personnalités publiques. C'est une liberté que les journalistes utilisent souvent pour rendre les dirigeants politiques responsables de leurs actes devant le peuple. En 2001, deux journalistes du Washington Post ont conduit jusqu'à son terme une enquête sur la mort de 229 enfants placés en foyer d'accueil. Des enfants qui sont morts alors qu'ils étaient sous la garde du système de protection de l'enfance du district de Columbia. Leur exposé a rejeté la responsabilité sur le gouvernement du décès pour la mort d'au moins 40 de ces enfants. L'histoire avait pris 2 ans avant d'être découverte et publiée, mais elle a commencé avec la mort d'une seule petite fille anonyme. J'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui a dit « Vous devriez vraiment jeter un regard sur la mort d'un enfant au sujet de qui nous avons des informations. Il y a un juge qui a laissé cet enfant revenir chez sa mère biologique, l'a sorti du foyer d'accueil et a fait une erreur en l'envoyant chez elle à la maison. » Horvitz a appelé l'organisme chargé de veiller sur les enfants maltraités, les services de l'enfance et de la famille. Le responsable n'a rien voulu lui dire. Le responsable du service d'information a déclaré « Tout d'abord, tout ce qui concerne nos enfants est confidentiel. Ainsi, non seulement nous ne pouvons rien vous dire sur les circonstances de cette affaire, nous ne pouvons même pas vous affirmer qu'un enfant est mort. » De sources policières, Horvitz a appris qu'une enfant du nom de Brianna Blackmon était morte. Pour savoir comment c'est arrivé, elle a localisé les parents d'accueil de Brianna. Je l'ai convaincue de me laisser entrer dans la maison et je me suis assise avec elle. Et dans son mauvais anglais et dans mon mauvais espagnol, j'ai essayé de faire une interview. Et puis je me suis aperçue qu'elle avait des photos et qu'il y en avait une belle de Brianna là. Cette photo s'est révélée cruciale pour la couverture des événements. C'était tellement important pour nos lecteurs, car je pense que les gens ont tendance à fermer les yeux sur les histoires de familles d'accueil. Mais sa photo à la une a mis un visage sur cette histoire et a amené les gens à se soucier de cette belle petite enfant qui avait été assassinée. Nous avons reçu un appel d'une nouvelle source, une assistante sociale, qui a dit « Pourquoi écrivez-vous tant de choses à propos de cette seule petite fille ?» Et elle a demandé « N'avez-vous rien à dire sur les autres enfants ?» Maintenant, faisant équipe avec le journaliste d'investigation Scott Higham, Horvitz a entamé des recherches sur les autres enfants qui étaient morts, mais il y avait un problème. En raison des lois régissant le placement familial, tout ce qui concerne les enfants en famille d'accueil, même quand ils meurent parce que les employés du gouvernement ont fait une erreur, demeure confidentiel. L'enquête était bloquée jusqu'à ce qu'il découvre l'existence d'un comité de travail dans le secret, le comité d'enquête sur les mortalités infantiles.
Nous sommes allés rencontrer ce comité et leur avons dit, vous savez, nous aimerions voir vos rapports. Et ils nous ont donné ces documents épais, ces rapports publics qui s'avéraient tout à fait inutiles. Les journalistes se sont alors tournés vers le maire, lui-même ancien enfant en famille d'accueil. Mais même avec son aide, il a fallu des mois avant que les dossiers complets ne soient finalement livrés au Washington Post. Nous avons commencé à recevoir des piles de documents, des dizaines de milliers de documents au sujet de ces enfants. Le seul problème était de recevoir des documents dont tous les noms étaient noircis. Tous les travailleurs sociaux qui ont eu un contact avec eux, barrés en rouge, et les noms de tous les employés du gouvernement qui pourraient être en faute, noircis. Sans les noms, l'équipe d'enquête était confrontée à un défi de taille. Comment identifier les enfants qui sont morts et qui était responsable? Nous sommes allés et avons obtenu des archives policières, des archives judiciaires. Nous avons parlé à des sources à l'intérieur de l'agence pour savoir qui était chaque enfant. Et nous avons également eu sur ce point l'aide d'une femme qui est une rédactrice incroyable des bases de données informatiques. Sarah Cohen, experte en informatique, s'est jointe à l'équipe et a fait usage des bases de données pour faire correspondre un enchevêtrement de dossiers publics. Cela s'est avéré être la clé pour débloquer le mystère et identifier les enfants. Et c'était incroyable, car une fois que nous identifions un enfant, c'était comme s'il revenait à la vie. Mais les histoires qui ont été révélées par les bases de données étaient horribles. Sylvester Brown, poignardé à mort par sa mère après que de nombreux plaidoyers auprès des autorités pour une assistance soient restés sans suite. Wesley Lucas, un garçon de 23 mois dont les cris de mourant ont retenti dans cette cage d'escalier. Les services à l'enfance ont amené l'enfant loin de sa mère instable et l'ont envoyé pour vivre avec un ami de 69 ans qui se mourait d'un cancer du poumon. Ils ont trouvé l'homme couché dans son lit, mort d'un cancer du poumon, et le petit bébé sur sa poitrine. Le bébé était mort de faim. Ces histoires ont eu un impact émotionnel sur les journalistes. Elles ont aussi déclenché leur colère. Et puis, cette colère s'est transformée en « nous devons mettre tout ça par écrit. Nous devons en informer les gens et nous devons essayer de changer cela. » Une fois que l'équipe a eu les documents, il était possible d'exposer les cas un par un et de dénoncer le fait que les autorités municipales étaient au courant de ces choses depuis des années. 600 recommandations à la ville adressées au maire, au juge en chef de la Cour supérieure, au chef de la police, aux hauts responsables affirmant « Voilà ce qui s'est passé et voilà ce que vous devez faire ». Rien n'a été fait au sujet de ces recommandations. Mais maintenant, face à l'exposition médiatique, les choses ont commencé à changer. Ernestine Jones, chef du service à l'enfance, a quitté son emploi en disgrâce. Le maire, Anthony Williams, a exigé que le système soit retiré de la supervision fédérale et soit placé sous sa garde. La série a déclenché l'indignation au plus haut niveau du gouvernement. Tom DeLay, membre du Congrès, parent adoptif lui-même, a été tellement horrifié par la mort des enfants qu'il a exigé des changements dans le système judiciaire. La Cour supérieure du district de Columbia était vouée à l'échec quand il s'agissait de traiter des questions liées aux enfants maltraités et négligés. Il n'y avait pas de tribunal de la famille. Il a dit « Je veux un tout nouveau tribunal ». Et la Cour supérieure l'a combattu sur cela. Mais finalement, il a fait passer une loi pour mettre en place un tribunal de la famille à Washington, D.C. Et cette loi a été signée par le président Bush. Il est important dans tous les aspects de nos vies d'avoir une presse libre et ouverte. Le système de placement familial a besoin d'une presse très forte et indépendante pour rendre les gens responsables des décisions qu'ils prennent et surtout les rendre responsables des résultats des décisions qu'ils prennent. En avril 2002, Sari Horvitz et Scott Hyam ont remporté le plus grand honneur du journalisme, le prix Pulitzer. Nous avons remporté beaucoup de prix par la suite, mais c'était comme la cerise sur le gâteau. Je veux dire que c'était super. Quand ils commençaient à mettre en œuvre ces changements dans la ville, et quand ils ont fait passer 2 femmes en jugement pour la mort de Brianna, cela nous a rendus fiers d'être journalistes. Les journalistes ont besoin de candidats politiques et de hauts fonctionnaires comme source d'information, mais ces derniers sont souvent très critiques à leur égard.
Ils critiquent les opinions, les motifs d'interrogation, scrutent la vie privée et réduisent les pensées à des citations abrégées qui forcent les déclarations complètes. Pourquoi alors la plupart des politiciens et des hauts fonctionnaires sont-ils disposés à parler à la presse, même à raconter en douce une histoire pour être sûr qu'elle passe aux nouvelles? Par-dessus tout, c'est parce qu'ils doivent compter sur les médias pour transmettre leur message au public. À un moment crucial comme celui-là, quand une cigarette signifie beaucoup. C'est de cette manière qu'on avait l'habitude de faire la publicité à la télévision. L&M contient en fait même plus de cette feuille de tabac vieilli longuement et traité plus spécialement que certaines cigarettes sans filtre. Et avec L&M filtre, dans le filtre moderne, tout est blanc à l'intérieur et à l'extérieur, de sorte que seule la blancheur pure touche vos lèvres. Mais le problème n'était pas le blanc qui touchait vos lèvres, c'était plutôt le cancer qui touchait vos poumons. Vous recevez beaucoup plus avec L&M, beaucoup plus encore. Et c'était beaucoup plus qu'un aveu que les fabricants de cigarettes aient jamais fait avant le milieu des années 1990. L'industrie a délibérément induit en erreur le public dans le but de faire du profit. Et l'industrie a finalement reconnu qu'elle a la responsabilité de vraiment avertir les gens que la cigarette tue. L'industrie a accepté de faire cette concession après avoir accepté de verser à l'État de la Floride la somme de 11 milliards de dollars pour régler un procès sans précédent. C'était l'une des premières batailles perdues par l'industrie dans ce qui est maintenant connu sous le nom des guerres du tabac. Au cours de la dernière année, nous avons forcé l'industrie à dévoiler ses secrets et ses mensonges sombres et sales. Nous les avons obligés à fournir des documents qui prouvaient le bien fondé de notre cause et la manière dont ils avaient couvert ces mensonges. La Floride n'était pas le seul combattant dans les guerres du tabac. L'administration fédérale des aliments et drogues menait l'attaque contre les fabricants de cigarettes. Le combat a été mené par David Kessler, commissaire au FDA. La nicotine est une drogue. Le FDA réglemente tous les autres médicaments et réglemente tous les autres produits qui entrent en contact avec le corps humain. Et réglemente tous les produits cosmétiques, tout ce qui est appliqué sur la peau, tout ce qui est ingéré. Pourquoi le FDA ne réglemente-t-il pas la nicotine? C'est une drogue qui crée une forte dépendance. Et David Kessler estima que le FDA devrait contrôler la commercialisation des cigarettes. C'était quelque chose que l'industrie du tabac avait combattu pendant des décennies. Et quand la bataille est arrivée à la Cour suprême, les fabricants de cigarettes l'ont remportée. Mais Kessler l'a remporté au tribunal de l'opinion publique. Le FDA a contribué à exposer la façon dont les compagnies de tabac ont manipulé la nicotine dans leurs produits tout en mentant au public quant au côté inoffensif des cigarettes. L'exposition faite par Kessler des fabricants de cigarettes n'aurait pas été possible sans une relation de travail inhabituelle et officieuse avec les médias. Nous avons changé le monde en travaillant avec les médias. Nous avons changé le monde entre 1994 et 1996. Mitch Zeller était commissaire associé en charge des programmes de tabac au bureau du FDA. Ce que le FDA a mis à nu dans son enquête est le fait que la cigarette est l'un des produits de consommation les plus sophistiqués imaginables. Il s'agit d'un produit bien conçu scientifiquement et raffiné, dont le but est d'entretenir une dépendance à la nicotine. Et ces idées étaient nouvelles et profondes en 1994 et 1995. Et non seulement le public ne le savait pas, mais nous aussi, nous ne le savions pas lorsque nous avons commencé notre enquête. Mais les médias, certains des meilleurs journalistes d'investigation du pays, ne se contentaient pas juste de faire un reportage sur l'enquête du FDA. Dans certains cas, ils prenaient le devant des choses. Je dois avouer le fait que nous avons obtenu certaines de nos pistes les plus importantes grâce aux médias et au travail que des médias faisaient. Parfois, elles nous étaient fournies et parfois par inadvertance, elles venaient à nous à travers les médias. Jack Mitchell était l'enquêteur principal du FDA, travaillant sur les questions de tabac. Mais il était aussi un ancien journaliste d'investigation qui avait travaillé pour le réseau câblé de la télévision CNN. Il y a eu un effet boule de neige. Les médias faisaient un reportage qui poussait le gouvernement à en faire plus.
Et ils se montaient les uns contre les autres, pas délibérément, mais par inadvertance. Et vous pouviez observer cela au jour le jour ou mois après mois. Certains anciens rapporteurs et producteurs officiels au FDA et des enquêteurs du FDA découvraient des documents qui n'avaient jamais été vus auparavant, en dehors des confins de l'industrie du tabac, et tentaient de comprendre ce que cela signifiait. Et donc, dans un sens, nous travaillons ensemble pour mettre l'histoire à nu. La seule découverte de ces documents a permis de rendre l'histoire spectaculaire. Pendant la guerre du tabac, John Schwartz était journaliste scientifique pour le Washington Post. Il est maintenant correspondant pour le New York Times. Certaines des histoires les plus intéressantes que nous avons rapportées étaient tirées de documents. Et c'est ce qui était nouveau. La plupart des documents de l'industrie du tabac qui se sont frayés un chemin jusqu'au FDA et au Congrès venaient de certains prétendus donneurs d'alerte, des hommes et des femmes qui travaillaient au sein des compagnies de cigarettes. La plupart des documents et des pistes d'enquête se sont retrouvés entre les mains de journalistes qui travaillaient dur pour avoir des contacts au sein du gouvernement. J'étais le journaliste compétent du FDA au Washington Post dans ce domaine. Dans ce métier, vous devez construire des relations. Cela ne signifie pas que vous êtes copains, mais vous devez apprendre à vous connaître les uns et les autres. Vous devez savoir comment est chaque personne. Vous devez savoir quand quelqu'un agit simplement par intérêt. Toute la journée, vous parlez à des gens qui veulent vous faire pivoter et vous trouvez la personne qui veut vous faire pivoter vers la gauche. Vous cherchez la personne qui va vous faire pivoter vers la droite et vous espérez qu'en fin de compte, vous vous retrouverez au milieu. Les compagnies de cigarettes ont réussi à riposter, ainsi que les producteurs de tabac. Mais en fin de compte, les mensonges et les tromperies des fabricants de cigarettes ont causé un tort irréparable. Nous avions besoin de soutien du public pour ce que nous faisions. Et nous pensions que l'un des moyens les plus importants pour transmettre l'information au public, de sorte qu'il ait une nouvelle compréhension du fonctionnement de l'industrie du tabac et des produits issus du tabac, était grâce aux médias. Nous avions vraiment besoin des médias pour aider à éduquer et informer le public. Et pour aider les médias, le FDA, ainsi que des initiés au sein des compagnies de cigarettes, donnaient parfois aux journalistes des informations et des orientations qui se sont avérées capitales. Nous étions très loin de la relation conflictuelle qui définit généralement les rapports entre les médias et les fonctionnaires de Washington. Nous étions tous à la recherche de la même chose. Et ce qui était essentiellement important pour une possible revendication de compétences du FDA a été la chose la plus médiatique. Et c'était les secrets qui sont restés enfermés à l'intérieur des bureaux de l'industrie du tabac et des fichiers. Pas seulement depuis des années, mais durant de nombreuses décennies. Des secrets qui étaient là depuis 40 ou 50 ans. 40 ou 50 ans que l'industrie du tabac savait que la nicotine créait une dépendance. Les compagnies de cigarettes ont été forcées à modérer leurs efforts de marketing. Joe Camel et les distributeurs automatiques ont pratiquement disparu. Et peut-être l'une des plus grandes victoires dans les guerres du tabac, c'est lorsque le président Bill Clinton a annoncé que les fabricants de cigarettes avaient même accepté de cesser de cibler les adolescents. Il est clair que les mesures prises aujourd'hui sont une bonne chose, scientifiquement, juridiquement et moralement. La moralité est l'argument que les médias et les anciens fonctionnaires du FDA ont utilisé pour décrire leur alliance particulière et souvent secrète pendant les guerres du tabac. Nous avions besoin des médias et les médias avaient besoin de nous. En plus des avantages, il est également important de jeter un regard critique sur le fonctionnement des médias, d'être sceptique sur ce que nous voyons et entendons et de rechercher l'histoire complète au-delà de la trame son de la télévision ou de la radio ou la couverture et les éditoriaux des journaux. Sachez qu'aucun média ne peut rapporter tout ce qui se passe. La télévision, par exemple, doit rapporter des faits dans un court laps de temps et doit satisfaire ses annonceurs en attirant un public le plus large possible. Les nouvelles que le public reçoit sont le produit de jugements journalistiques et éditoriaux obtenus à la suite de contraintes sévères. Vous êtes sur CNN. Bonsoir à tous, encore une fois, l'une des choses dont nous allons parler ce soir. Je pense que le rôle d'une émission telle que Newsnight est d'amener les gens à comprendre ce qui se passe dans l'actualité et pourquoi. Mais qui décide de ce que les nouvelles doivent être? Sur des milliers d'événements de presse, qui sélectionne les histoires à raconter? La première chose que nous faisons est de nous demander ce que la communauté a besoin de savoir aujourd'hui. Elle a besoin de savoir si le pays est en sécurité. Le 4 décembre 2002,
Dans les bureaux new-yorkais de Newsnight de CNN, la journée commence par une conférence téléphonique à 10 h. À la suite de notre appel du matin, nous avons d'abord un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une idée sur où se trouvent tous les endroits qui bougent sur la planète. La une probable d'aujourd'hui, 6e jour de la chasse aux armes des inspecteurs des Nations Unies en Irak. Aux armes de destruction massive. Cela a été l'histoire dominante, car au cœur de celle-ci se trouve la question de savoir, l'Amérique va-t-elle en guerre? Là, il y a un ordre officiel autorisant tout simplement l'assassinat des Américains qui travaillent pour Al-Qaïda. Avec une longue liste d'histoires, un temps et des ressources limitées, la sélection du récit devient une question d'équilibre entre les ressources des connexions satellites, les invités disponibles et ce qui est important. Oui, vous cherchez des histoires pour conduire l'émission, celles qui sont les plus intéressantes et les plus importantes de la journée. Il n'y a que ces deux mots-là qui comptent, intéressant et important. Puisque la CNN est dans le secteur des nouvelles télévisées, la sélection des histoires est fortement influencée par ce qui peut attirer un public. Plus le public est grand, et plus gros sont les revenus publicitaires. Mais le Newsnight attire un auditoire sérieux qui n'est pas content quand l'émission bascule dans le domaine de la presse à sensation. Nos auditeurs importants me font savoir en termes non équivoques qu'ils pensent que nous avons passé beaucoup trop de temps sur M. Robert Blake. Eh bien, nous avons également gagné le plus grand nombre d'auditeurs jamais atteints depuis environ 1 an. Je pense donc que le travail de rédacteur en chef est aussi de faire preuve de jugement sur ce que les gens doivent savoir. À 3 h, le présentateur Aaron Brown se joint au personnel pour une réunion de rédaction. Il y a un certain débat sur la une. Y a-t-il une vraie nouvelle au sujet de la chasse aux armes? De toute évidence, le premier jour où les inspecteurs y sont allés, c'était la une. Est-ce que je pense que c'est encore la une en l'absence d'autre chose que des gars qui vont d'un bâtiment à un autre et qui ne disent pas grand-chose? Non, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit la une. Une autre histoire à l'étude est de savoir si la CIA a maintenant la permission d'assassiner les Américains soupçonnés d'être avec Al-Qaïda. Je pense que c'est un très bon débat. C'est juste que je ne pense pas que cela va susciter beaucoup d'indignation populaire, mais je pense tout de même que c'est intéressant. D'autres histoires cette nuit. Une tempête de neige d'hiver qui approche et une histoire posant la question de savoir si les avions de ligne américains doivent être équipés de systèmes de défense antimissiles. Nous pensons en quelque sorte avec un clin d'œil et un hochement de tête que les avions israéliens, les avions de ligne sont protégés de cette façon. Et est-ce quelque chose que nous devons maintenant prendre en considération? Je pense qu'il y a là de quoi discuter. Et une fois que vous choisissez un sujet, comment racontez-vous l'histoire? Si vous regardez bien la chaîne tout le temps, il y a régulièrement un groupe de spécialistes. Il y a 2 ans, c'était des experts des JO et maintenant ce sont des experts en terrorisme et des experts en sécurité nationale. A-t-il une idée sur les avions et où ils sont déjà utilisés? Et il parle de cela comme nous avons parlé de jets d'affaires et d'Air Force One. Nous avons un groupe de personnes chargées des relations publiques. Ils font des centaines d'appels téléphoniques. Ils parlent à des gens que nous connaissons et en qui nous avons confiance. Ils obtiennent des références et ils essaient de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, ce qu'elle veut dire. Après la réunion de la rédaction, l'équipe se disperse en quête d'invités. Elle écrit le script et apporte des corrections aux rapports provenant du terrain. C'est là que la mécanique de la télévision se distingue de la presse écrite. Les journalistes de la presse écrite ont un bloc-notes et un crayon. Ils peuvent aller partout et couvrir n'importe quel événement. Mais ce n'est pas possible avec la télévision. Vous devez trimballer votre crayon de 1000 kilos, ce qui comprend les caméras, des fils, des lumières et maintenant des antennes paraboliques. Cela rend le reportage d'un événement beaucoup plus complexe. Et plus coûteux. Une presse libre dans le 21e siècle est très chère et représente une très grande entreprise. Aujourd'hui, malgré une myriade d'agences de presse, la plupart d'entre elles sont détenues par seulement une poignée d'entreprises. Je pense que la démocratie est bien desservie par chacun d'entre nous ici. S'il n'y avait seulement qu'une seule agence, je serais inquiet. Parfois, surtout quand la nation est en crise, les journaux télévisés offrent plus que de simples faits. Des jours comme le 11 septembre, ils peuvent créer un sens de la communauté. Les gens sont venus à nous, pas simplement pour savoir ce qui se passait, ils sont venus à nous pour faire partie de ce qui se passait.
Et c'est un autre rôle parfaitement légitime des médias dans lesquels je suis engagé. Le journal télévisé peut certainement être à la hauteur de la situation, mais jour après jour, il y a 24 heures d'actualité à pourvoir. Donc, à quel événement allons-nous assister sur Newsnight ce 4 décembre? Une heure avant l'heure de l'émission, le conducteur a été modifié. Nous commençons par la météo. Nous ne faisons pas cela souvent. C'est décembre et il fait froid, ce n'est pas une nouvelle. Ce qui est une nouvelle, c'est le niveau de froid. Et où le froid? Et quel gâchis le froid crée déjà dans une tempête qui progresse vers le sud ce soir, entraînant la fermeture des aéroports d'Atlanta à Cincinnati. Il est le début du déroulement. Il y avait encore un autre reportage en direct sur l'Irak. L'histoire sur la permission donnée à la CIA de tuer a été bloquée et remise à un autre jour lorsqu'un meilleur expert sera trouvé. Les personnes chargées des relations publiques ont trouvé un expert pour prendre la défense de l'histoire des avions de passagers. En fin de compte, c'est quelque chose de subjectif. Commençons-nous par la météo, commençons-nous par l'Irak. C'est une décision que je dois prendre. Il s'agit d'une décision subjective. Il n'y a pas de formule magique qui dit « c'est tout à fait raisonnable ». Et nous nous reverrons demain soir à 10h. Bonne nuit. Pour mettre à jour une vieille énigme, si un arbre tombe dans la forêt, mais que l'événement n'a pas été enregistré sur bande vidéo ou diffusé par la nouvelle du soir, l'événement s'est-il vraiment produit? La nature de la vieille énigme est telle que nous ne savons jamais, et c'est ça le problème. Sans la couverture médiatique, nous ne savons pas plus que ce que nous avons personnellement vécu. Mais les connaissances en dehors de notre propre expérience n'ont jamais été aussi accessibles. Les Américains ont un extraordinaire éventail de sources d'informations qui, dans cet âge de l'information relayée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournit un flot incessant d'informations sur tous les sujets imaginables. Au mieux, les médias américains favorisent le processus démocratique par la promotion de la communication, du gouvernement aux citoyens et des citoyens au gouvernement. Cette circulation bidirectionnelle de l'information est essentielle à notre démocratie. Si les électeurs manquent d'informations sur ce que fait leur gouvernement, ils ne peuvent pas tenir les fonctionnaires responsables. Au pire, cependant, les médias semblent se plier aux exigences de son public, diffusant, publiant des histoires à sensation qui ciblent fortement les scandales et la vie privée des célébrités. Étant donné que la concurrence pour gagner un large public et les recettes publicitaires qui vont avec s'est intensifiée, la tentation de présenter les nouvelles comme un divertissement a augmenté. Avec tellement d'informations qui circulent autour de nous, il est souvent difficile d'avoir une vue d'ensemble. Le défi auquel nous sommes tous confrontés est comment pouvons-nous passer au crible le blizzard de l'information pour faire des choix intelligents sur ce que nous lisons, voyons et entendons. Pour la démocratie en Amérique, je suis René Poussin. Le financement de ce programme est assuré par Annenberg CPB dans le but de promouvoir l'excellence de l'enseignement.
Pour plus d'informations sur ce sujet ou d'autres programmes Annenberg CPB, visitez notre site www.learner.org.